nos rencontres, c'est vraiment le mot rencontre, c'est-à-dire c'est aussi l'occasion que toute la filière se rencontre depuis les producteurs jusqu'aux marques, hein, que ce soit les grandes marques, les petites marques, et vraiment, on essaye de faire rencontrer tout le monde et avec aussi la société civile. Hein. C'est vraiment le but de notre rencontre, voilà, que tout le monde essaye de prendre, voilà, de trouver du fil pour les gens qui font des marques, etc. Donc il faut vraiment en profiter aujourd'hui pour essayer de prendre des contacts. Hein. Donc on a quand même donc on essaye dans notre matinée de vous montrer toute la filière. Donc c'est d'abord les producteurs, les agriculteurs qui vont parler. On va parler de notre filière de lin bio et on va parler du chanvre. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait et puis où on en est aujourd'hui. Alors j'appelle Mathieu Méline et puis pour le chanvre, je ne sais pas qui. Henri? Alors Henri, vas-y. Donc 3 producteurs qui vous parlent du débat de notre filière. À vous la parole. Méline. Donc bonjour à tous. Pour commencer, donc, je suis agricultrice. Oui. Voilà. Je suis agricultrice en bio donc dans Normandie, au nord de Caen, donc entre Caen et les plages du débarquement. Je me suis installée moi, en 2017 et j'ai converti en bio la ferme en 2019. Et donc le lin était déjà implanté sur la ferme et donc j'ai souhaité évidemment continuer le lin dans ma rotation. Donc j'ai aussi converti le lin bio et j'implante aussi du chanvre maintenant, du chanvre textile, depuis 2 ans, depuis qu'on a mis en place l'itinéraire et qu'on a pu avoir la machine de récolte. Alors pour spécifier un peu et rebondir un peu sur ce que Jacques Capla disait dans la recherche, la spécificité en fait de l'itinéraire technique en bio et la recherche un peu de cette autonomie et de pouvoir travailler et d'avoir des cultures, notamment du lin, si on veut parler du lin et du chanvre aujourd'hui. Comment ça se passe en bio en fait, sans engrais de synthèse, sans produits phytosanitaires. On a des moyens agronomiques où on va tenter, ne sachant jamais trop non plus à quoi on va réussir avec notamment l'impact du climat, comme disait Franck. Et sur l'itinéraire technique du lin, on va avoir des semences donc non traitées, mais qu'on va avoir un traitement spécifique à la chaleur qui les protège déjà. On va semer globalement un peu plus tard que les collègues conventionnels, donc on va dire environ 2 semaines sur une terre vraiment réchauffée, ce qui va permettre en fait l'objectif d'avoir une levée du lin très rapide pour justement avoir ce passage de sensibilité aux altises, donc les petites bestioles qui vont manger le lin au début de son cycle. Du coup, pour voir que le lin grandisse, c'est toujours en fait une notion d'évitement et pas de tuer l'insecte parce qu'on n'a pas les moyens. En amont, par rapport à la notion de fertilité, on va travailler donc avec les engrais organiques qu'on va pouvoir, si on en a, en fait, mettre plutôt bien avant le semis du lin, et on va travailler aussi avec les couverts végétaux et donc implanter les légumineuses, des plantes en fait qui vont permettre de fertiliser un petit peu le sol avant les cultures qui en ont besoin. Donc voilà, pour la partie semis, on va essayer vraiment d'avoir un beau profil parce que le lin, on est sur une plante à pivot, donc une racine pivotante qui va descendre profondément dans le sol, et il lui faut du coup cette structure qui est meuble et qui va être propice à son développement. Et par la suite, on a le souci de désherbage dans l'itinéraire. Donc comme disait Franck et Jacques tout à l'heure, vous avez quelques outils qui vous montrent avec quels moyens on peut avoir nous. C'est d'abord en fait, une gestion dans toute la rotation. Après, quand on est amené à prendre les outils mécaniques, donc c'est de l'intervention qu'on limite beaucoup parce qu'intervenir sur du lin, à chaque fois, on élimine des pieds. Et donc, on va... Et donc, on va avoir cet outil, les RC-tri et les rotatifs qui vont travailler vraiment en plein. On va avoir des secteurs qui vont utiliser plus aussi la bineuse, donc qui va travailler entre les rangs du lin. Donc là, c'est hyper précis parce que, donc vous avez, on n'a que 15 cm entre 2 lignes de lin. Et après, qui vont nous aider, ou l'arrachage manuel à la fin, parce que les remex et les chardons, c'est comme ça. Et donc, on va essayer de passer la période aussi où on va intervenir sur des lins qui vont entre 3 et 8-10 cm. Et après, on va le laisser pousser. Et on va faire en sorte
qu'il atteigne la hauteur de la même façon qu'une itinéraire conventionnelle en fait. En gros 1 mètre pour pouvoir l'arracher et ensuite le rouir au sol. On a une machine spécifique pendant le rouissage où le lin, le rouissage pour tout le monde, c'est quand on laisse le lin au sol pour qu'il fasse sa richesse, en fait, sa fibre, avec les alternances de pluie et donc de soleil pendant tout l'été. Et donc on a une machine, pendant cette période-là, on peut avoir aussi l'apparition d'espèces spontanées, pour employer le bon terme, ou d'indésirables, qui va reprendre dans la nappe. Et là, on peut utiliser une machine qui s'appelle la souleveuse, qui va prendre la nappe, la soulever des mauvaises herbes, en fait, et la reposer, pour pouvoir plus facilement retourner le lin ensuite et l'enrouler. Donc voilà en gros l'itinéraire un peu complet du lin que j'essaye de mettre en place avec les autres agriculteurs aussi. Voilà, je passe. Très bien. Mathieu ? Donc moi je vais continuer en rebondissant sur ce qu'a dit Méline et ce qu'a présenté Jacques avant, Jacques Capla. Donc moi je suis agriculteur en Seine-Maritime, en système de polyculture élevage, donc j'ai des vaches laitières et je fais donc des grandes cultures céréales et lin en bio depuis 2010. Et moi je voulais un petit peu témoigner de l'intérêt de la démarche bio en tant qu'agriculteur, quoi, et revenir sur ce qui a été dit sur le côté de système, quoi. En bio, on change vraiment de système de production et de raisonnement, donc ce qu'a illustré Méline sur les aspects agronomiques. Et donc en fait, alors déjà témoigner que c'est hyper intéressant, et je pense que tous les agriculteurs bio qui sont là aujourd'hui, on a certainement tous des raisons différentes d'aller à la bio, des parcours différents, mais moi j'ai l'impression qu'une fois qu'on a mis un peu le pied dedans, on est tous assez satisfaits, intéressés. C'est vraiment passionnant, quoi, d'essayer de réfléchir autrement, de chercher de nouvelles techniques et d'avoir cette pensée un peu globale, quoi, de ne pas penser un problème, une solution, mais plutôt comment on construit un système agronomique global. Enfin, c'est vraiment passionnant. Voilà, c'est vraiment enrichissant, quoi. Donc c'est quelque chose qui est motivant. Et donc l'autre aspect, c'est que comme c'est un changement global, nous on n'est pas dans une logique de label. Enfin, on est dans un label, la bio c'est un label, c'est reconnu, donc c'est valorisé de cette façon. Mais il me semble qu'en tant qu'agriculteur, on n'est pas que dans cette logique-là. Et donc si il y a un retournement de marché, par exemple, typiquement, crise de la bio, pendant 3 ans, on a la grande distribution qui a multiplié les références en bio, etc. Et puis à partir du moment où ça ralentit, on réduit. Nous, en bio, on peut pas au niveau agricole, on ne peut pas du tout fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de produire pour un marché. Et puis demain, le marché diminue, donc je vais changer l'ingrédient et je vais reprendre un autre ingrédient pour aller sur un autre marché. Donc on est plus loin que la démarche du label. Et donc voilà, je dis ça parce que comme on est dans une association dont l'intérêt c'est vraiment d'avoir une vision globale au niveau de la filière et une réflexion qu'on peut partager tous ensemble, voilà, c'est de vous inviter à prendre conscience qu'au niveau des agriculteurs, il faut qu'on continue à croire à la bio et à vraiment défendre donc, tous les bénéfices environnementaux qui ont été bien présentés par Jacques et qui en ce moment ne sont pas trop mis en avant. Enfin, en ce moment, on voit bien que la bio, je ne sais pas si on peut dire que c'est passé de mode. Enfin, il y avait énormément de choses à dire là-dessus, mais voilà, il faut rappeler ça, continuer à y croire, etc. Et par rapport à la réflexion qu'on peut avoir dans la filière, bon, c'est une réflexion, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'on a un travail qui est tellement énorme pour relocaliser, réindustrialiser, récupérer des savoir-faire, etc. J'ai l'impression que l'aspect bio, c'est un peu un truc... déjà, si on fait ça, c'est pas mal, et le bio, ça sera un petit bonus en plus, quoi. Voilà, donc... je me pose la question, comment on arrive à continuer à porter cette idée? C'est vraiment une question, je ne sais pas comment dans la filière, quand on est au niveau industriel, au niveau des marques, est-ce que c'est vraiment faisable aujourd'hui de continuer à dire on fait du local et du bio parce que ça a tel bénéfices environnementaux? J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Mais voilà, il me semble que c'est quand même quelque chose d'important.
Parce que nous, à l'amont, on va pas changer de braquet. Et ouais, si juste rappeler quand même un truc, c'est qu'aujourd'hui, clairement, les conversions en bio sont vraiment en pause. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les voisins, collègues, etc., qui regardaient la bio d'un air un peu intéressé en se disant ah ouais, ça a l'air quand même de marcher, enfin plein de choses. Bah, aujourd'hui, ces gens-là sont beaucoup plus frileux et ils vont pas venir à la bio demain. Donc si on veut construire une filière ne serait-ce que dans quelques années, il faut aller recruter des gens aujourd'hui pour changer de système. Donc voilà, faut pas arrêter la dynamique, quoi. Donc il y a quand même un enjeu en termes de conversion. On a parlé de 1200 hectares en lin bio. Là, je pense que ça progresse plus, quoi. Voilà. Mais voilà, il faut quand même rester... je termine sur un mot un petit peu pessimiste, mais je pense qu'il y a quand même des moyens. Donc, il y a quand même 1200 hectares de lin bio, alors que quand on a fait nos premières rencontres, il y en avait 100, 200, 300. On a dit qu'on atteindrait les 1000, bon, on est quand même arrivé à 1200. C'est déjà ça. Et donc je rajoute juste une petite chose par rapport à ce que disait Mathieu, c'est qu'on parle d'hectares de lin bio, mais il faut justement prendre conscience qu'une conversion et qu'une ferme en bio, c'est pas que du lin ou que du chanvre, et que ça demande toute une rotation pour arriver à faire une belle culture de lin ou de chanvre, et donc qu'il faut aussi la prise de conscience de toute la filière dans les autres débouchés, parce que nous on doit sortir du blé, des févroles, des pois et tout, qui doivent aussi trouver leur débouché derrière. Et c'est un tout, en fait. C'est vraiment global. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Henri va nous parler du chanvre. Alors, le chanvre, il est bio et pas bio. Voilà, comment commencer une filière. On a dit, si on fait que du chanvre bio, ça va être trop compliqué. Donc, commençons par faire du chanvre et on verra après. Voilà. Henri, à toi. Oui, merci. Bonjour à tous. Me présenter, moi, beaucoup de monde me connaît aujourd'hui. Avant tout, agriculteur depuis 40 ans, tailleur pendant 20 ans et confectionneur partenaire d'une fabrication de jeans sous la marque Drex que l'on va lancer prochainement. Voilà, donc l'histoire du chanvre, en fait, ça a démarré en 2019, donc c'est à la fois court et long, hein, ça fait à peine 4 ans. Rencontre avec Nathalie, le pur hasard. Et en fait, la mayonnaise a pris tout de suite et elle a essayé de me convaincre de transposer ce qu'on savait faire dans le lin au chanvre. Et donc, c'est ce qu'on a fait. 2019, on a implanté 30 arts de chanvre qu'on a travaillé à la main. 2020, on avait 5 hectares que l'on a récoltés avec les machines chinoises qu'on avait bricolées et ramenées in extremis de Chine. 2021, la rencontre avec Niels nous permet de mettre un prototype en place et de faire la première récolte pour 10 hectares. 2022, on a implanté à la coopérative 60 hectares que l'on a récoltés avec succès et que l'on a taillés. Et aujourd'hui, au départ, on voulait mettre le process pour voir si on pouvait valider le process du rouissage et du taillage, chose qu'on a réussi. Et en 2022, les résultats que l'on a là, on peut dire aujourd'hui qu'on se rapproche, que ce soit au niveau technique, au niveau cadence, au niveau réglage des machines et au niveau technico-économique des résultats du lin. Donc tout va bien pour le meilleur du monde. J'espère que ça ne va pas trop vite, parce qu'il va falloir aussi canaliser les choses pour ne pas déséquilibrer tout le système. Parce que quand une nouvelle culture arrive, il ne faut pas non plus déséquilibrer, que ce soit par rapport aux sous-produits comme la fibre longue. Donc maintenant qu'on a validé les choses, maintenant il nous reste à affiner les choses, que ce soit au niveau du taillage, que ce soit au niveau des filatures, que ce soit au niveau du tissage. Il va falloir qu'on apprenne à travailler, à maîtriser cette nouvelle fibre. Donc on a encore plein de boulot, mais je pense qu'aujourd'hui on peut être très satisfait de ce qu'on a fait, quoi. Voilà.
Donc Henri, Nathalie qui est quelque part, voilà, sont vraiment les précurseurs du chanvre. Et c'est vrai que si on est arrivé à ce résultat, donc Henri vous a pas dit, mais donc cette année, on est plutôt autour de 800 hectares de chanvre, façon chanvre textile, façon lin. Donc voilà, il y a 17 000 hectares de chanvre en France, hein, dont 800 hectares qui va être traités sur les tailleuses à lin. Voilà. Mais donc c'est vraiment une filière qui, enfin grâce à eux, qui a vraiment parti très très vite, grâce à Nils qui est notre constructeur extraordinaire. Donc il a fabriqué 6 machines qui vont être en service cette année et qui vont récolter entre 800 hectares de chanvre environ. Voilà. Et donc le long de la paroi, là, vous avez plein d'échantillons de filasse de chanvre. Hein, si les connaisseurs, enfin même tout le monde peut aller voir. Et cet après-midi, on va les classer pour apprendre à faire le classement du chanvre comme on fait le classement du lin. Voilà, donc on prend, excusez-moi, j'ai mon timing, mais on va prendre une question ou 2 questions. Alors mettons une question sur le lin, une question sur le chanvre, on essaye ça. Alors un micro ou alors quelqu'un qui parle fort. Bonjour, j'avais une question par rapport au prix. Quelle est la différence de prix de prix que reçoit l'agriculteur du bio par rapport au conventionnel, dans le lin et dans le chanvre? Donc ça, c'est facile à répondre. Qui c'est qui répond? D'une manière générale, normalement, en théorie, on pourrait espérer un meilleur prix en lin bio. Il faut savoir qu'à la fin, il est aussi évalué et son prix dépend de aussi sa qualité. Donc, il faut quand même que le lin bio ait une certaine qualité pour atteindre un prix. Ensuite, aujourd'hui, on a un contexte qui est assez particulier en termes de marché dans le lin. Donc, on va pas, dans l'immédiat en tout cas, on ne va pas forcément pouvoir avoir un meilleur prix en lin bio. Si on veut rester dans notre filière et si on veut faire pour pas que ça parte en Chine, en fait, pour être logique, si on fait du lin bio, c'est complètement débile qu'il parte en Chine. Et du coup, pour avoir un lin qui va rester en France ou en tout cas en Europe, on recherche un prix qui va permettre à toute la filière de pouvoir tourner, en fait. Donc c'est assez particulier, ce contexte qu'on a en ce moment. Voilà, à voir la suite, mais... C'est-à-dire qu'il ne va pas être valorisé comme bio Donc, économiquement. Je me permets de rajouter. Donc, quand le prix du lin était le prix de la filasse de lin, donc était autour de 3 €, on avait 1 € de plus-value environ. Hein. Donc 25% à 30% de plus-value. Et maintenant que le prix du lin est plutôt à 6 €, c'est déjà 6 €, c'est déjà les sommets. Donc on a du mal à avoir une plus-value en plus. Hein, voilà. Mais voilà. Le contexte, c'est ça. Et juste pour compléter sur le prix, l'idée c'est la valorisation. En fait, la valorisation bio, elle repose sur 3 choses. Il y a un prix, à condition que le marché le paye. Il y a l'économie de charge qu'on fait. Et en théorie, il y avait une reconnaissance par la collectivité des services environnementaux de la bio. Donc à une époque, le bio avait des subventions supérieures. Et donc ça, c'est plus le cas. Donc en fait, la rémunération de la bio, elle se fait sur ces 3 leviers, quoi. Donc dans un contexte inflationniste, c'est quand même pas évident d'aller dire payer plus cher la bio. L'État ne fait rien pour la bio, donc on n'a plus de subventions. Enfin voilà, l'équation, elle est sur ces 3 niveaux-là. Merci.